La course, elle aurait pu s'arrêter là, à ce moment-là. Quand tu vois les images, c'est fou. Et à partir de ce moment-là, j'ai juste eu devant moi quelqu'un qui a fait preuve d'une mauvaise foi absolue. Et c'est là, les gars, que ça devient lunaire, que ça devient un spectacle, que ça devient un show. J'ai vu ça, je suis confronté à beaucoup de choses en sport auto, mais là, à nouveau, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Cette vidéo est sponsorisée par Ovoco et comme d'habitude, j'ai une réduction pour vous avec le code RomainMonti. Ovoco, vous commencez à les connaître sur la chaîne, vous les voyez souvent. C'est le site de référence pour avoir des pièces détachées d'occasion pour votre voiture au meilleur prix. Tu as juste à remplir ta plaque d'immatriculation sur le site et tu vois toutes les pièces détachées actuellement disponibles pour ta voiture. Tu as accès à plus de 5000 vendeurs et à des millions de pièces détachées en stock. Plutôt que d'acheter une pièce d'origine neuve au prix fort, tu peux avoir la même pièce, une pièce d'origine, mais d'occasion beaucoup moins chère. Et évidemment, quand j'ai des besoins sur mes voitures, je me sers d'Ovoco. Les pièces sont prélevées sur des voitures qui sont destinées à la casse, donc en plus d'économiser avec des pièces moins chères, tu as un côté écologique puisque tu leur donnes une seconde vie. Bien évidemment, tu as des pièces pour toutes les marques, tous les modèles. Tu trouveras aussi bien des pièces pour l'habitacle, pour la carrosserie, pour la mécanique et même certaines pièces qui sont plus fabriquées que tu trouveras plus en neuf. Bref, tu as largement de quoi faire pour remettre ta voiture sur la route ou bien pour l'améliorer. Une fois ta pièce reçue, tu as une garantie de 14 jours pour la retourner si jamais tu as un problème avec. Ovoco te permet donc de trouver la pièce qu'il te faut au meilleur prix et de façon sécurisée. Parce qu'on a tous déjà échangé sur des marketplaces un peu douteuses ou avec des vendeurs privés sans savoir réellement si c'était une arnaque ou pas. Et avec le code RomainMonti que tu vas utiliser lors du paiement, tu as 15% de réduction sur tes frais de livraison. Pour en bénéficier, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Ce que j'aime bien d'Ovoco, et ça c'est mon petit côté pilote automobile, c'est qu'ils sont également impliqués en sport auto puisque chaque année, ils participent au Dakar Classique. En 2025, ils l'ont fait avec un vieux Land Rover et d'ailleurs, ils ont terminé sur le podium à la 3e place. En 2026, ils vont à nouveau prendre le départ. Donc si tu veux suivre cette aventure, c'est sur leur compte Instagram que ça se passe, Ovoco France. Donc bonne chance à eux, merci de soutenir la chaîne, retour à la vidéo. Bon allez, un petit peu d'eau, on va en avoir besoin. MSA lunaire Romain, prise 1. Bon, il s'en est passé des choses sur cette finale. C'est une vidéo qui peut être longue, mais restez bien accrochés parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Pour moi, c'était un week-end qui était épuisant physiquement et mentalement, mais du coup pour vous, ça va donner une vidéo qui va être très chouette à regarder. Côté positif, il y a eu le podium, mais il y a également eu du drama sur piste et en dehors de piste. Et là, restez bien jusqu'à la fin parce que ce qui s'est passé, c'était vraiment lunaire. Et lunaire, je pense, ça va vraiment être le mot de cette vidéo. Pour ceux qui savent, j'avais déjà tenté de faire cette vidéo directement sur place au Castellet, mais pareil, ça a été juste hyper compliqué. Il y avait des tempêtes de vent au Castellet, donc j'ai dû trouver un lieu à peu près isolé où le speaker ne parlait pas, où il n'y avait pas trop de vent. J'ai fini sur une chaise qu'on m'a repris. En plus, j'étais à chaud et tout ça pour une vidéo qui finalement était complètement floue. Donc échec total, c'est pour ça que je recommence aujourd'hui. Et finalement là, je suis à froid et c'est pas plus mal parce que à chaud. Il y a des choses que j'ai dit, voilà. Là au moins à froid, j'ai pris mes petites notes et on va essayer d'être un peu plus concis. Et ça me permet aussi d'être confortablement installé. Et du coup dans ce MSA, je suis même en chaussettes trouées. Avant de commencer, petit cadeau pour vous, qui dit podium dit casquette de podium. Donc ça c'est la casquette de ce week-end au Castellet que je fais gagner à l'un d'entre vous. Il suffit juste de mettre un commentaire et je ferai un tirage au sort parmi les commentaires. D'ailleurs sur le précédent MSA, le tiré au sort qui a déjà remporté sa casquette dédicacée, c'est Veto Eric. Donc je te laisse m'envoyer un petit MP pour récupérer ton lot. Et il y avait un deuxième tirage au sort pour tous ceux qui ont participé pour avoir leur nom sur Fernanda sur la malle arrière de ma voiture de course. Pour ce week-end au Castellet, je vous ai gagné le plus beau lot de la saison, c'est-à-dire un setup complet Fanatec avec le châssis, le siège, la base direct drive, le volant, le pédalier. Le regagnant, c'est Anthony Declerc. Ça étant dit, bienvenue au Castellet, une piste que j'apprécie énormément. C'est le dernier week-end de la saison, 2 courses au programme, une samedi, une dimanche. La finale de la saison et là, on va savoir si je vais être vice-champion de la série ou pas pour une première année dans la discipline. On a déjà fait 7 podiums en 10 courses. On va essayer d'augmenter un petit peu les statistiques. Le titre, malheureusement, il est plus jouable. On a perdu trop de points sur les week-ends de Spa ou de Manicourt. Spa, on ne revient pas dessus. Si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Manicourt, le gros crash qui m'a fait perdre de précieux points ce week-end-là. Et on avait une concurrence qui était simplement trop forte pour nous cette année. Donc déjà, assurer P2 championnat pour une première saison, ce sera déjà magnifique. C'est très serré avec le P3 et le P4. Sur le P3, j'ai que 2 points d'avance en arrivant sur ce meeting, donc avec un numéro 74. Moi, j'ai un numéro 10. Et le P4, j'ai un peu plus de points d'avance. J'ai 10 points d'avance. Et lui, c'est un numéro 36. Retenez bien les numéros pour les courses qui vont arriver. Je sais qu'à la régulière, tout va bien parce qu'on a été plus rapide qu'eux sur l'ensemble de la saison. Donc s'il ne se passe pas de dinguerie, normalement, l'avance au championnat, on pourra conserver et finir P2 du championnat. Et pour ce
week-end, comme c'est la finale et que c'est au Castellet, il y a un peu plus de voitures que d'habitude, donc un peu plus de challenge. On débute par les essais libres. Comme d'habitude cette saison, j'ai pas eu de séance d'essais complémentaires. La seule qu'on a fait cette année, c'était à Nogaro. Et à chaque fois, sinon, je dois découvrir le circuit avec la voiture. Le Castellet, je connais, mais pas avec cette voiture. Donc, il faut pas perdre de temps dès les essais libres 1, se mettre dedans directement, se trouver des repères. Chaque minute passée en piste, c'est une source d'apprentissage qui est énorme pour se permettre de se caler avant les qualifications. Donc, c'est parti à la recherche des bons repères, à la recherche des bons réglages pour la voiture. Stratégiquement, ce qu'on a fait sur les 2 séances d'essais libres, c'est qu'on n'a pas utilisé de pneus neufs. On a un quota de 3 trains de pneus neufs qu'on peut utiliser comme on veut sur l'ensemble du week-end de course. Stratégiquement, généralement, ce que tout le monde fait, c'est de mettre des trains de pneus neufs en qualif, parce qu'évidemment, ton pneu neuf est plus performant qu'un pneu usé. Donc, qualif 1, qualif 2, pneu neuf systématiquement. Tu as déjà 2 trains qui sont utilisés. Et après, c'est là où la stratégie rentre en compte. Est-ce que tu mets un train de pneus neuf aux essais libres pour te caler pour les qualifications? Ou est-ce que tu gardes ce train de pneus neuf là pour une des 2 courses, pour avoir la performance absolue sur une des 2 courses? Moi, j'ai fait le choix de conserver un train de pneus neuf pour une des 2 courses, donc de rouler qu'avec des pneus usés sur les essais libres. Parce que je pars du principe que doubler au Castellet, c'est beaucoup plus facile que doubler sur un circuit comme Zandvoort par exemple. À Zandvoort, ta position de départ, elle joue énormément sur ton résultat final parce que c'est très compliqué de doubler. Là au Castellet, je me dis même si on part 1 ou 2 places derrière, finalement avec le jus du pneu neuf sur une des 2 courses, l'avantage il sera supérieur à la perte qu'on peut avoir en qualification. Donc les essais, c'est un peu un jeu de poker menteur parce qu'on ne sait pas qui a quoi comme pneu. Qui a des pneus usés, très usés, un petit peu usés ou des pneus neufs. Ce qui est très frustrant à vivre parce que quand tu mets pas de pneus, tu n'es pas devant à ce moment-là sur le classement. Donc les chronos sont pas excellents par rapport aux autres, mais en même temps, on ne sait pas qui a quoi comme pneu. La seule chose que je sais, c'est les sensations que j'ai avec la voiture et savoir ce que je fais au volant. Et ça, sur ce point-là, je suis rassuré parce que je sais que je ne peux pas faire mieux que ce que je suis en train de faire. Le samedi, c'est jour de qualification. Qualification qui est extrêmement tôt. Ça fait longtemps que je n'avais pas roulé à une heure aussi matinale. 8h du matin dans la voiture, prêt à rouler. Ça veut dire lever à 5h30. Voilà la particularité d'un qualif, c'est qu'on va avoir le soleil qui se lève. Donc j'ai mis la visière fumée sur le casque. Et surtout, ça va être bien glissant au départ. On va attendre un peu avant de partir. Et tout le week-end, c'était des horaires à la con comme ça. On a fait 8h, 8h50, 8h50. Piste fraîche, soleil rasant, on est les premiers à rouler. Il n'y a pas de catégorie avant nous qui a nettoyé la piste, c'est à nous de le faire. Donc ça sert à rien de partir tôt dans la séance, la piste va faire que s'améliorer au fur et à mesure du temps qui passe et que les voitures passent. Donc généralement, les gentleman drivers, les pilotes amateurs partent en piste pour avoir un maximum de temps de roulage. Et nous, pilotes pro, on attend un petit peu que la piste monte en grip, monte en chaleur pour qu'on puisse utiliser le jus du pneu neuf pile poil au bon moment sur la piste. Et là au Castellet, le phénomène d'aspiration est hyper important. Il y a 3 lignes droites au total, 3 zones où tu peux bénéficier de l'aspiration. Donc quand le phénomène d'aspi compte autant que ça, là encore il y a de la stratégie qui rentre en compte. Si tu roules tout seul, c'est compliqué d'aller faire un chrono. Si tu roules à 2, c'est là où tu pourras bénéficier de l'aspiration d'une voiture qui va te tirer. Et l'idéal, c'est quand tu as quelqu'un qui roule à peu près comme toi, parce que tu bénéficies de son aspiration et en même temps il ne va pas te gêner en roulant moins vite devant toi. Donc c'est ce que fait la majorité des équipes, elles roulent à 2. À ce moment-là, sur la piste, j'ai calculé que si tu as full aspi sur les 3 lignes droites sans être gêné par un concurrent, mais ce qui arrive quasiment jamais en théorie, parce que ça veut dire prendre une très très belle aspi mais qu'après il ne te gêne pas quand tu arrives sur un freinage, tu peux gagner jusqu'à 7 dixièmes. Et après, j'estime que sur un tour avec une bonne aspi, en étant un petit peu gêné mais quoi qu'il arrive en gagnant du temps avec l'aspi, tu peux gagner jusqu'à 4 dixièmes. Et pour cette manche finale, j'ai de la chance parce qu'il y a un retour de Tom Verdier qui est un très bon pilote qui roule avec nous dans l'équipe et donc on va pouvoir rouler tous les deux. Surtout que Tom, il n'a pas fait la saison complète donc il n'a pas grand chose à jouer au championnat. Donc je me suis mis au point avec lui, je lui ai demandé si je pouvais profiter de son aspiration en qualif. Il m'a autorisé à prendre son aspiration. C'est parti pour la qualif.
c'est pas un effet de caméra, avec le soleil rasant, il y avait des endroits où limite on était en train de piloter à l'aveugle. Notamment la chicane du Mistral, le repère de frein, on le voyait vraiment pas. Normalement c'est un petit peu après le panneau 150 mètres, juste à l'entame du vibreur, et là avec le soleil c'était quasiment à l'aveugle. Pareil à l'entrée de signe, on braquait un petit peu à l'aveugle parce qu'on voyait pas le point de corde. Et finalement vous avez vu que Tom n'est pas devant moi sur mon tour rapide, tout simplement parce qu'il a eu un problème sur sa voiture. Donc je suis bien parti derrière lui sur le début d'Akalif, mais au bout du deuxième tour de chauffe, parce qu'il fallait du temps pour bien chauffer les pneus vu que la piste était froide, il est rentré à cause d'un problème mécanique. Donc là je me suis retrouvé seul en piste et finalement à la fin j'ai réussi à raborder une autre voiture qui était un peu plus devant. Sur mon tour le plus rapide, je me suis retrouvé derrière un concurrent mais qui n'était pas vraiment assez proche pour réellement bénéficier du phénomène d'aspi. Mais il restait encore un dernier tour, une dernière tentative après celui-là. J'entame mon tour, ça se passe bien, je me suis bien rapproché de la voiture devant moi donc je vais pouvoir bénéficier de son aspiration, mais dès le début du circuit, il y a un de mes concurrents qui est en tête à queue. Je suis obligé d'aller loin pour l'éviter et là tout avance, on la perd. Donc finalement le tour qui allait être le plus rapide, on ne peut pas compléter. Le tour on allait bénéficier d'aspiration au maximum et de la piste à son pic en termes de performance. Finalement en roulant tout seul, j'ai quand même fait un très bon chrono puisque je suis qu'à un petit peu plus de 2 dixièmes de la pole position, sachant que les autres bien évidemment ont roulé ensemble en bénéficiant d'aspiration. Donc je finis la séance à la 4e position, mais après la fin de la séance ils vont réintégrer des chronos qu'ils avaient initialement supprimés. Donc finalement je passe de la 4e à la 5e place. Donc c'est dommage parce qu'une deuxième ligne c'est forcément mieux qu'une 3e ligne. Par contre le point positif, c'est que mes deux concurrents au championnat sont tous les deux derrière moi puisqu'ils partent P7 et P8. Donc moi en partant P5, c'est le moment de reprendre encore des points sur eux. Bon alors ce week-end, c'est un week-end qui est particulier. Évidemment, c'est la finale. C'est une manche française. Vous savez, on est un championnat européen et on est au Castellet. Donc en fait, ça attire beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de spectateurs qui sont présents. Il y a beaucoup de montistes qui sont présents, qui viennent me supporter. Très chouette. Et j'ai également beaucoup de partenaires qui sont là. J'attends au total 60 invités sur le week-end. Il y a notamment toute l'équipe de Virtual qui est là, toute l'équipe de Blackout avec leurs clients. Marc du cabinet d'expertise comptable Ségonsac. Et chose très chouette, j'ai aussi le partenaire qui m'a fait le covering sur la voiture qui est présent et il a fait, écoutez bien, la réplique de ma voiture de course sur sa propre A110 de route. Bon alors celle-là vous la connaissez, je vous la présente plus. Mais celle que vous ne connaissez pas forcément, c'est celle-là. Et regardez, il y a une petite différence, mais sacrée différence entre les deux. Celle-là, pas de plaque d'immatriculation. Celle-là, une plaque. Je vous présente Fernanda version route. Et je vous explique en fait c'est la voiture de mon partenaire Design Covering qui s'est fait sa chocard sur son Alpine A110 en reproduisant la livrée de Fernanda version course. Et il y a tout le team qui m'a dit on voit double, on n'a pas compris. On a vu la première voiture passer, maintenant il y a une deuxième qui est là, on comprend plus. Et ça c'est exceptionnel, surtout qu'il m'a laissé les clés de la voiture tout le week-end. C'est-à-dire qu'après les sessions sur piste, j'avais le droit de rouler avec Fernanda sur route pour rentrer à la maison. Et je peux vous dire que Fernanda elle a autant d'impact sur circuit qu'en dehors. Les gens, quand ils voyaient la voiture, ils n'en revenaient pas. Et on a également un nouveau partenaire qui est venu spécialement sur ce week-end pour profiter des coulisses, vivre ça avec sa famille, vraiment accéder à ce monde-là de l'intérieur. En fonction des voitures, signe, c'est un virage, par exemple, une F1 passe à fond dans ce virage-là. Nous, on a beaucoup moins de charge aéro, donc on est obligé de mettre du frein, sinon la voiture, tout simplement, elle tournerait pas. Il y a aussi beaucoup de montistes qui sont là, dont certains qui ont leur nom sur la malle arrière de la voiture et qui sont venus se prendre en photo à côté de leur nom. Bref, beaucoup de monde pour assister à ces courses et notamment à la première course du week-end.
pars donc P5, je prends un bon départ, je double une voiture d'entrée, je me retrouve P4. Je me retrouve juste dans le pare-choc arrière du P3, je prends son aspi au maximum, mais à même blotti dans son pare-choc arrière, en prenant son aspi au maximum, il arrive à me distancer en moteur. Et en fait, cette année, il y a toujours deux voitures qui ont mieux marché que les autres en termes de moteur pur. Et c'est assez frustrant quand tu vois la voiture de devant qui s'échappe alors que toi, tu es full aspi et que tu vois quand même partir. Mais si vous vous rappelez bien, j'ai conservé un train de pneus neufs que j'ai utilisé pour cette course. Et j'étais un des rares pilotes à avoir conservé des pneus neufs pour une des deux courses. La majorité des autres pilotes, ils avaient mis aux essais libres pour se caler avant les qualifications. Et donc c'est là où j'ai vraiment l'avantage des pneus neufs. Et même si lui va s'en aller dans les lignes droites, il y a notamment un virage qui demande énormément d'adhérence, un virage à gauche. Et vu que moi j'ai des pneus neufs, là je me jette à l'intérieur et je double pilote. Devant, le P1, P2 sont pas loin, même s'ils ont fait un petit gap. Mais là j'enchaîne les tours rapides, je remonte progressivement sur eux. Je fais même le meilleur tour en piste. Tous les voyants sont verts, on est en bonne posture. Peut-être même que je vais pouvoir aller attaquer le P2, reprendre encore plus de points sur mes concurrents directs au championnat. Sauf que là, premier drame, j'ai mon volant qui s'éteint. Et le problème quand le volant s'éteint, c'est qu'il y a tout le système électronique qui est sur le volant. C'est-à-dire que quand le volant s'éteint, je perds complètement les vitesses. Je me retrouve en 6e vitesse dans le premier virage et je perds énormément de temps. Et ça, c'est un problème qui m'était déjà arrivé la première fois où j'ai roulé dans une Alpine de compétition, en GT4 à l'époque, en 2019 à Spa-Francorchamps, où ça m'avait fait exactement la même chose. Et pour ceux qui ont suivi toute la saison, ça m'avait également fait le coup sur la première séance d'essai avec la voiture neuve à Nogaro. Et c'est un problème qui est connu, c'est un condensateur en fait sur le volant qui déconne, et c'est un problème qui est connu mais qui visiblement qui n'est pas résolu. Donc là, je me retrouve avec le volant qui s'éteint, et moi, angoisse, parce qu'à ce moment-là, en un dixième de seconde, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je vois le P1, le P2 prendre forcément de la distance, et moi, le gap que j'avais fait par rapport au P4, il réduit considérablement. Et surtout, je ne sais pas si la voiture elle va redémarrer ou pas. Donc en fait, l'angoisse que ça ne redémarre pas. Finalement, le volant qui reset, donc la voiture qui fait un reset. Donc là, je suis obligé d'attendre que ça revienne. Et là, je redescends à nouveau mes rapports. Ça y est, il rentre et je peux repartir et remettre du gaz. Sauf qu'à ce moment-là, je ne sais pas si le problème va revenir ou pas. Et surtout, j'ai perdu toute avance que j'avais par rapport au 4e, qui est revenu sur moi à vitesse grand V, sachant que c'est le concurrent que j'avais doublé en début de course, qui a un moteur qui marche super bien. Donc là, l'angoisse, parce que tout l'écart que j'ai creusé en début de course, avec notamment l'utilisation comme il se doit de mes pneus neufs, donc là, il a complètement fondu. On a tous les deux des pneus qui sont plus usés qu'avant. Donc là, l'écart en termes de perfo s'est réduit. Et là, je me retrouve sous la pression directe, sachant qu'il est très rapide dans les lignes droites. Donc là, évidemment, ça ne manque pas. Il y a plusieurs fois où il est à mon contact, où il vient essayer de me doubler, notamment dans les lignes droites, parce qu'il sort comme une balle avec son moteur. Et je suis obligé de vachement défendre. Et là, c'est vraiment un conseil que je vous donne si vous faites du sport auto, il ne faut jamais rien lâcher. Parce qu'en fait, il y a l'effet papillon qui rentre en compte. À un moment donné, il est tellement proche qu'on va au contact, il essaie de passer à l'intérieur. Moi, je résiste à l'extérieur, je garde ma position. Et là, en fait, d'avoir forcé pour garder ma position, déjà, évidemment, ça me permet de mettre plus de points par rapport à mon concurrent direct au championnat. Et également, en fait, le concurrent avec qui je me battais, lui, finalement, il s'est retrouvé en bas de taille avec les autres voitures de derrière. Et finalement, il a perdu beaucoup dans la bagarre. Tandis que moi, j'ai forcé pour rester devant. Et là, j'ai pu reprendre mon avance parce que lui, après, s'est battu derrière. Donc voilà, jamais lâcher, même avec une voiture en difficulté, même avec une grosse pression, il faut toujours lutter, surtout quand on joue à cette position-là au championnat. Finalement, en fin de course, je termine sur le podium, toujours avec cette épée de Damoclès que le problème revienne, mais finalement, il est parvenu. Malheureusement pour moi, le 74 termine juste derrière moi, donc je reprends que 2 points sur lui, et en fait, pas tout à fait, parce que je prends un 3e point, le point du meilleur tour en course. Donc, bilan comptable suite à cette course 1, plutôt positif, parce que j'ai repris encore des points sur mes 2 poursuivants directs au championnat. Et avec ce qui s'est passé en course, on limite vraiment la casse. Évidemment, on change de volant entre la course 1 et la prochaine séance, la qualification numéro 2. Le volant n'est pas tout à fait le même, c'est un volant qui équipe les Alpines en rallye, parce que les Alpines font du rallye, les Alpines RGT. Et en fait, il y a des fonctions qui sont un peu différentes en rallye, donc là, on reprogramme le volant pour que toutes les fonctions correspondent comme aux mêmes fonctions que dans l'Alpine Cup. Bref, nouveau volant, pas le temps de profiter de ce podium sur la piste, parce que à nouveau, demain, c'est très tôt. Donc, je prends Fernanda version route pour rentrer chez moi, dodo, et à nouveau, réveil 6h le lendemain matin. Pour la qualif 2, pas le choix, objectif, prendre une aspiration. Et là, vous allez voir, la qualif, c'est la qualif la plus folle que j'ai vécue cette année. Wow.
cette qualif, j'ai décidé de ne pas prendre d'aspiration de Tom parce qu'avec ce qui lui est arrivé avec son manque de roulage ce week-end, il n'est pas calé, pas suffisamment calé, donc il risque de me gêner plutôt que de m'aspirer comme il faut et qu'on gagne du temps. Donc ma stratégie, c'est de prendre la roue du leader. Je vous disais qu'il y avait deux voitures qui marchaient très bien en moteur cette année. C'était deux voitures de la même équipe et notamment la voiture du leader. Donc lui, en fait, il est complètement capable de faire un chrono tout seul, un chrono qui est suffisant pour faire la pole position, même sans aspiration. Tandis que nous, avec notre moteur, on est obligé d'aller prendre une aspiration si on veut jouer les meilleures places. Sauf qu'évidemment, je ne suis pas le seul à avoir cette stratégie-là. Pareil que sur la première qualif, vu que c'est une qualif qui est très tôt le matin, on attend un petit peu avant de partir en piste pour que les conditions s'améliorent et on se cale sur le P1. Dès que le P1 en championnat part, et là en fait toutes les voitures s'engouffrent. Et nous par rapport à là, on est positionné sur la pit lane avant d'entrer en piste. Il y a énormément de voitures qui s'intercalent entre moi et le P1. Donc là, il faut jouer des coudes en piste sur les tours de chauffe pour trouver sa position parce que moi, mon objectif c'est vraiment d'arriver à suivre cette voiture-là parce que cette voiture-là, je sais qu'elle est rapide en ligne droite, que lui, il va pas être gêné devant, donc on va pas rouler en paquet et qu'en plus il est bon pilote. Donc finalement, tu roules derrière lui, c'est tout bénef. Sur la piste, j'essaie de doubler les voitures qu'il y a devant moi, mais évidemment, à un moment donné, je me retrouve face à mon concurrent au championnat, la voiture numéro 74, qui sort les épaules pour pas me laisser passer. Donc c'est un petit peu la course déjà en qualif. C'est le jeu, on s'y attendait, ça va être la bataille serrée jusqu'au bout. Et surtout que devant lui, il y a son coéquipier qui est également son team manager. Donc en fait, ils vont se protéger un petit peu l'un l'autre. Donc finalement, quand je vois que c'est trop risqué d'aller récupérer plus de place, parce que derrière le P1, il y a son coéquipier, celui avec qui je me suis battu en course 1, qui a aussi beaucoup de moteurs. Et après, il y a les deux voitures des deux coéquipiers d'une autre équipe qui sont deux pilotes rapides qui jouent aussi les places de devant. Ma décision est prise. Vu que je vois que c'est un peu complexe en termes d'organisation et le paquet qui est en train de se créer, je préfère prendre un petit peu de recul en me disant au moins je ne vais pas être gêné et puis je vais réitérer ce que j'ai fait en qualif en essayant de tenter ma chance en roulant tout seul, même si ce n'est pas l'idéal. Premier tour vraiment poussé après les tours de chauffe, je fais une grosse erreur finalement. Vu qu'on n'a fait que essayer de trouver une position sur les tours de chauffe, on n'a pas vraiment pu chauffer les pneus comme il fallait. J'arrive, je freine, je perds complètement la voiture, obligé de court-circuiter la piste. Donc le tour, évidemment, il est mort, il ne comptera pas. Moi, derrière moi, j'ai Tom qui est pas loin derrière, donc je laisse bénéficier de mon aspiration. Donc en fait, je pousse tout le tour pour qu'il puisse bénéficier de mon aspiration. Et arrivé à la fin du tour, je m'écarte complètement pour pas le gêner et qu'il puisse finir son tour avec un bon chrono en ayant bénéficié de mon aspiration. Donc là, je me cale derrière lui, je me mets un petit peu en retrait parce que je sais que normalement, je vais être plus rapide que lui. Donc je prends un petit peu d'espace, sachant que je vais revenir et en me disant au fur et à mesure que je vais revenir, ça va me permettre d'avoir son aspiration et de progresser un petit peu, d'améliorer mon chrono. Donc là, finalement, je fais une bonne partie de ma qualification derrière lui. Je reviens progressivement sur lui comme prévu. Lui, dans un de ses tours, pareil, il fait une erreur. Donc pareil, en fait, on la joue fair play, il se met sur le côté, il me laisse passer. Donc c'est très fair play entre nous. C'est très chouette. Moi, avec Tom, je m'entends très bien. Donc c'était fait de manière intelligente, c'était juste parfait. Par contre, le problème, c'est que là, il y a une deuxième voiture qui va être là et qui va me faire tout simplement foirer ma qualif. Sachant que la qualif, pour l'instant, elle n'est pas simple. Avec tout ce qui s'est passé sur la piste, c'était compliqué de mettre un bon tour en boîte, même si le tour derrière Tom, quand il s'est poussé, c'est un tour qui était correct. Mais on sait que la piste va faire que s'améliorer. Et quand je vous dis que c'est pas simple, c'est parce que avec tout ce qui s'est passé en piste, plus le fait que ce week-end-là au Castellet, il y avait des tempêtes de vent. Là, il y avait un vent qui soufflait qui était énorme, et notamment dans la ligne droite du Mistral. Si ça a le nom de ligne droite de Mistral, c'est pas pour rien. Et là, par exemple, à Signes, on avait un vent qui nous projetait complètement en dehors du point de corde et on avait énormément de sous-virages. Donc qualif pas facile pour trouver ses repères, pour faire sa place et avoir un bon chrono. Donc là, j'ai plus qu'une tentative. Donc le tour que je conclus quand Tom se pousse, c'est un tour que je suis obligé de pousser parce que c'est mon meilleur tour, donc je suis obligé de mettre en boîte. Et j'ai plus qu'une tentative après le tour que je viens de faire. Sauf que là, je me retrouve derrière une voiture qui va tout simplement me faire complètement rater ma dernière tentative. Et c'est une voiture qui n'était pas dans notre groupe de pilotes rapides qui était très formé depuis le début de la qualif. C'est une voiture en fait qu'on a rattrapée au fur et à mesure, donc qui était plus lente. Mais c'est pas n'importe quelle voiture puisque c'est la voiture d'un coéquipier, donc d'un pilote qui roule dans la même équipe que moi. Donc moi je pousse au tour, pas le choix, je me retrouve derrière lui, sachant que je sais qu'il est plus lent. Et je comprends aussi que lui lâche pas parce qu'il est en qualification, qu'il doit faire le meilleur tour possible. Voilà, il est dans un tour rapide, donc il faut qu'il pousse au maximum. Sauf que moi il me gêne complètement dans ma dernière tentative. Et pour l'histoire, ce pilote, c'est un pilote qui jouait rien au championnat. Et je crois qu'il a fait uniquement 3 week-ends ou 4 week-ends sur les 6 week-ends que compte le championnat. Donc lui il joue rien au championnat, on est dans la même équipe. Moi, je joue la P2 au championnat. Et sachant que ce qu'il aurait pu faire, vu qu'il s'est fait doubler par toutes les voitures devant moi, les voitures rapides du train qu'on formait, c'était également me laisser passer, se mettre derrière moi pour profiter de mon aspiration, profiter de ma pointe de vitesse et faire son meilleur chrono possible. Là, le problème, c'est qu'il lance son tour en étant juste devant moi, alors que lui, son tour, quoi qu'il arrive, il était mort puisqu'il avait déjà laissé passer des voitures avant. Donc finalement, stratégiquement, au lieu de se mettre derrière moi et de profiter de mon aspiration et de mes trajectoires, il va se mettre devant moi, il va me ruiner ma qualif. Je suis en amélioration sur secteur 1, mais après, il va me gêner
sur les autres secteurs. Donc là, fin de la tentative pour moi. C'était ma dernière tentative et là, elle est morte. Lui, il joue pas grand-chose au championnat vu qu'il n'a pas participé à toutes les courses. Moi, je joue P2. Évidemment que chaque point compte. Vous avez vu comment je me suis battu en course 1 pour obtenir un maximum de points. Et vous savez tous les aléas qui peuvent arriver. Là, je me retrouve sur un tour qui aurait pu être mon tour le meilleur vu que c'est là où il y avait les meilleures conditions en piste. Vu que je suis en amélioration et malheureusement, ma dernière tentative, elle est avortée. Alors, je limite la casse de cette qualif complètement folle en terminant P5. Et avec tout ce qui s'est passé sur cette qualif, honnêtement, je m'en sors plutôt pas mal. Finalement, c'est la même position que sur la course 1. Point négatif pour moi, le concurrent qui est actuellement P4 au championnat, il termine la qualif P2. Même si lui, pour qu'il termine P2 du championnat, c'est assez complexe pour lui parce qu'il faut qu'il termine la course en gagnant et que moi je ne termine pas ou que je marque 0 points. Bon, au moins c'est qu'un seul des deux concurrents direct au championnat qui est devant moi parce que l'autre il termine 8e. Donc moi je suis 5e, lui est 8e, on limite la casse. Évidemment je vous parle de tout ça calmement maintenant que je suis à froid. Sur place, c'était pas ça. Quand je suis sorti de la voiture, évidemment j'étais comme un fou parce que être gêné par son coéquipier qui joue pas grand chose au championnat alors que toi tu joues P2, c'est vraiment frustrant au maximum et c'est juste une occasion manquée qui est énorme. Donc moi j'étais vraiment fou furieux à ce moment-là. Donc j'essaie de me calmer, se passe des minutes et des minutes, j'essaie de ronger un petit peu mon frein, on partira P5, c'est pas grave. Je vous dis, on limite un petit peu la casse. Et là, une bonne vingtaine de minutes plus tard, j'ai mon team manager qui vient m'annoncer que, à nouveau, tenez-vous bien, le classement a changé. Mon concurrent qui était classé P8 à la fin de la séance, il le reclasse à la 4e position. En le reclassant à la 4e position, moi je tombe P6. Donc avec tout ce qui m'est arrivé déjà là, les gars, là j'en pouvais plus. Là nerveusement, c'était vraiment, on commençait déjà à atteindre mes limites. Et je conteste absolument pas le fait qu'ils aient remis son chrono. Parce que s'il est bien dans les limites de piste, c'est normal qu'on remette son chrono. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'à chaque fois en qualification, comme à Spa, on a un classement qui n'arrête pas de changer. À Spa, j'ai terminé P1, 10 minutes après l'arrivée, je me retrouve P5. La veille, j'ai terminé P4, après je me retrouve P5. Là, j'ai terminé P5, là je me retrouve P6 et le P8 se retrouve P4. Le classement qu'on nous donne sur les écrans, en fait, il ne faut pas du tout s'y fier, parce que ça n'a aucune valeur. Et les mêmes erreurs qui ont été commises à Spa, elles se répètent ici au Paul Ricard. À Spa comme au Paul Ricard, c'est une question de track limit. Et je ne sais pas pourquoi. Ils veulent faire compliqué. Au briefing en direction de course en début de week-end, on nous explique virage par virage quelles sont les limites de la piste. Et je ne comprends pas pourquoi on fait ça. On nous change la règle d'un virage à l'autre. Sur certains virages, on nous dit que la limite c'est la ligne blanche. Sur d'autres, on nous dit que c'est le vibreur. Donc parfois, il suffit d'avoir une roue en contact avec la ligne blanche. Et parfois, il suffit d'avoir une roue en contact avec le vibreur. Et puis parfois, il y a des virages où on ne nous dit rien. Et si on ne nous dit rien, c'est supposé qu'il n'y a pas de track limit. Mais ça, les gars, à juger pour les commissaires, et vous savez que j'ai passé ma formation pour être commissaire, donc je sais ce qu'il en est, c'est juste un enfer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les commissaires qui doivent reporter si jamais ils voient des track limits. Déjà, un, c'est compliqué à juger parce que physiquement, voir quelqu'un qui dépasse ou pas, c'est compliqué à rapporter. Mais deux, quand tu fais que de virage en virage, la règle qui s'applique est différente, ça perd encore plus les commissaires. Et troisièmement, on n'est pas la seule catégorie. Et les autres catégories, elles n'ont pas la même direction de course, donc elles n'ont pas les mêmes règles que nous. Donc en fait, les track limits, pour eux, c'est encore quelque chose de différent. Donc évidemment qu'il y a des erreurs qui sont commises, donc évidemment que ça change tout le résultat systématiquement. Sauf que pourquoi faire compliqué? Pourquoi on ne nous dit pas juste la limite, c'est la ligne blanche, comme ça le commissaire, il se perd pas, et il n'y a pas de modification du classement 20 minutes après en fonction des réclamations des uns et des autres. C'est n'importe quoi. Bref, encore une fois, comme depuis le début d'année, à chaque fois qu'il y a ce genre de décision, c'est en ma défaveur, comme à Spa, comme en Q1, maintenant en Q2. Donc me voilà finalement à partir P6 et mon concurrent direct au championnat à partir P4. Donc à ce moment-là, j'essaie de faire le vide. Quoi qu'il arrive, j'ai encore mon destin en main. En ayant repris quelques points la veille, je suis encore en position de force au championnat même si je pars derrière. C'est à eux de faire un gros résultat. Moi, je dois assurer une place. Le 36, lui, doit absolument gagner et moi, je dois absolument ne pas scorer de points, donc abandonner ou être très loin au classement pour qu'il soit vice-champion. Et 74, ça dépend des scénarios, mais soit il faut qu'il termine avec moins de 2 voitures d'écart entre lui et moi. Et sinon, il faut qu'il aille faire un podium. Et si jamais il termine P2, moi, je peux terminer P4, c'est OK. Donc maintenant que vous avez le scénario, c'est parti pour la course 2.
Avec mes deux concurrents devant au championnat, pas le choix, il faut quand même prendre un bon départ, il faut se faire sa place. Et je vois que directement, le 74 est très chaud, ça vient se toucher avec les deux voitures devant moi, dont 74. Et je vois qu'il est hyper incisif parce qu'il veut aller chercher un gros résultat pour avoir la P2 au championnat. Moi, de mon côté, j'essaie de trouver ma place. En arrivant au turn 3, on est deux de front, il y a une voiture à côté de moi. Donc là, je sais que normalement, c'est un virage qui passe en troisième vitesse. Là, je plante les freins pour ralentir davantage la voiture. Je mets la deuxième vitesse pour avoir du pouvoir directionnel sur l'avant. Parce que si je prends le virage en troisième vitesse, comme s'il n'y avait pas de voiture à côté de moi, évidemment, je vais l'emmener très loin, on va se toucher et on va s'accrocher. Donc là, je lui laisse la place, je plante les freins, je mets la deuxième vitesse. Comme ça, je peux tourner à droite au maximum. Là, je tourne, la voiture tourne, donc il n'y a pas de souci, je lui laisse sa place. Et là, je suis hyper surpris parce qu'en fait, il vient complètement prendre sa trajectoire comme si finalement, j'étais pas là, taper ma voiture, refermer complètement la trage. Et moi, ça me projette sur l'extérieur. Je me retrouve dans la partie sale. Je perds la voiture une première fois, j'arrive à la ramener, ça redéstabilise la voiture, j'ai perdu une deuxième fois. Et là, je suis obligé de couper la piste. Et honnêtement, je ne sais pas s'il me voit au moment du frein ou si je suis dans son angle mort. Mais en fait, il agit comme s'il n'y avait pas de voiture à côté de lui. Je suis obligé de couper la piste. Donc, en coupant la piste, je double un concurrent qui était devant moi et de suite dans la ligne droite je le laisse passer, donc vous voyez bien sur les images, je mets mi-gaz, donc je relâche de moitié la pédale d'axel pour laisser repasser, et dès qu'il repasse je me mets derrière lui, comme ça la position que j'ai récupérée, l'avantage que j'ai gagné, je la lui relaisse, comme ça je ne serai pas pénalisé. Je me mets en chasse du P3, la 74 lui a réussi à s'aufiler en étant P2, mais moi je sais que si je termine 3e ou 4e, c'est bon, c'est assuré, donc pas prendre de gros risques, juste assurer un bon résultat et ce sera ok. Et là, je me dis même que la P3, elle est possible et je me commence à me batailler avec la P3 et encore une fois, j'essaie de ne pas prendre de risques et je vois qu'en début de course, on a un bon rythme. Donc là, je suis vraiment très confiant pour la suite de la course. Mais évidemment, vous avez vu le début du week-end, tout ne va pas se passer comme prévu. Et écoutez bien, pour ajouter un petit peu encore de drama dans ce week-end, le concurrent que je venais de doubler, à un moment donné, il rate son frein à la chicane du Mistral et il ouvre au dernier moment et son pare-choc, il vient lécher mon pare-choc arrière. Il y a un bout de son pare-choc qui finit accroché à mon anneau de remorquage. La course, elle aurait pu s'arrêter là, à ce moment-là. Quand tu vois les images, c'est fou. Quand tu vois son bout de pare-choc incrusté dans mon anneau de remorquage, c'est incroyable que finalement j'ai pu terminer la course. Je vais à nouveau avoir des problèmes avec mon volant, avec certains rapports par rapport à l'autre volant en fait, qui ne vont pas descendre. Quand j'appelle une vitesse pour rétrograder, même si ce n'est pas forcément perceptible en vidéo, quand je demande à une vitesse de rétrograder, la vitesse ne rétrograde pas. Donc en fait, je ne peux pas freiner comme je veux, je perds du temps, tout simplement. Et puis j'ai aussi eu une micro-coupure qui était moins intense que sur le premier volant, mais je me suis retrouvé à nouveau à accélérer et il ne se passait rien. La voiture ne fonctionne pas correctement, je me retrouve à perdre du temps. Mais ça va encore parce qu'on a construit de l'avance par rapport à la voiture derrière moi. Et puis en plus devant moi, je vois le P3 qui est en train d'attaquer la numéro 74. Et là je me dis que si la 36, qui en fait c'est le gars qui est 4e au championnat, qui peut jouer aussi théoriquement la P2 au championnat, s'il arrive à attaquer la numéro 74, là en fait c'est tout bénef pour moi parce qu'en fait la 74, si elle termine 3e, moi je peux terminer, je crois que je peux terminer jusqu'à 6e, c'est ok au niveau des points. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que la 74 termine à la 2e place et que moi je termine à la 5e place. Et pour ne rien arranger les choses, là j'ai mon mécanicien à la radio qui me dit que je vais sûrement avoir une pénalité. Une pénalité pour avoir coupé la piste en début de course. Donc moi évidemment à la radio je lui dis que il n'y a aucune raison que j'ai une pénalité parce que la place que j'ai gagnée en coupant la piste, je l'ai tout de suite rendue. Donc j'ai même pas attendu un tour ou deux, c'est que dans la ligne droite juste après, j'ai levé considérablement, j'ai ralenti considérablement pour relaisser passer le P3 et me blottir derrière lui. Donc il n'y a aucune raison que j'ai une pénalité. Donc là il m'explique que eux ils vont voir avec la direction de course, que moi je me concentre sur la course pour faire au maximum. Donc c'est ce que je fais, j'essaie de mettre cette information en dehors de ma tête, mais c'est une information qui va être très importante et vous allez voir dans la suite de la vidéo et notamment à la fin, à l'arrivée de la course, vous allez comprendre ce qui en découle. Donc je me retrouve en difficulté avec une voiture qui a des problèmes mécaniques, avec un concurrent derrière moi qui me revient dessus. Donc pas simple, là mentalement c'est compliqué à vivre et surtout que là j'ai mon concurrent qui a finalement derrière moi qui a finalement réussi à
à revenir sur moi et qui là tente une grosse attaque dans le dernier frein. Donc là, il fait une grosse attaque en partant de très très loin. Moi, dans un réflexe, au dernier moment, j'arrive à débraquer, à ouvrir le volant pour pas qu'on aille en contact. Honnêtement, si je tournais normalement, là, les deux voitures, ça allait au contact et potentiellement elles allaient mourir. Lui arrive avec beaucoup de vitesse et là, je vois sortir très loin sur l'extérieur. Et donc là, je me dis, en fait, il me dépasse. Ce qui est OK parce que moi, je suis en difficulté avec la voiture, mais donc j'essaie de me battre comme je peux. Mais je me dis, il me dépasse en étant en dehors des limites de piste. Donc je me dis, cette position, elle n'est pas régulière et normalement, il va avoir une pénalité. Et à nouveau, gardez bien cette information en tête parce que ça va être important à la fin de la course. Donc moi, je lâche rien parce que là, je viens de passer P5 et je sais que si le numéro 74 termine à la deuxième place, comptablement, là, je suis foutu. Donc moi, mon espoir, c'est que la 36 arrive à passer devant 74, ce qu'il arrive à faire à un moment donné dans la course. Et à un moment donné, si vous voyez, il y a une double bataille. Il y a le P2, P3 qui se battent et nous, P4, P5 qui nous battons. Et là, en fait, l'ordre d'arrivée de chacune des voitures, ça détermine finalement le titre de vice-champion à la fin de la course. Donc là, je vois le numéro 36 qui double à 74, ce qui est bénéfique pour moi, mais finalement 74 qui redouble à 36. Et dans le même temps, je ne sais plus exactement à quel moment, moi, je me fais doubler par la voiture. Donc en fait, fin de la course, très frustrant. Mais je peux rien y faire. Et le numéro 74 termine à la deuxième place et moi, je termine à la cinquième place. Sauf que là, c'est pas terminé. Déjà, la pénalité, ils me la mettent. C'est-à-dire que théoriquement, avec la pénalité, je crois qu'ils me mettent 5 secondes de pénalité, je tombe à la 7e place. Sauf que évidemment, cette pénalité n'a pas lieu d'être. Donc, ça va jouer en direction de course. Et il y a deux choses qui vont se jouer en direction de course. C'est un, le dépassement de mon concurrent, parce que est-ce qu'il est dans les limites de piste ou pas au moment où il me double, et la pénalité qui m'est infligée. Si on enlève cette pénalité et que le dépassement de mon concurrent n'est pas régulier, alors je termine P4 et je suis à nouveau vice-champion. Donc évidemment, le team porte 2 réclamations, 1 sur la pénalité, 2 sur le dépassement qui a été fait. Et je vous assure qu'avec tout ce qui s'est passé ce week-end, j'avais pas du tout envie que ça se termine comme ça. Avec toutes les difficultés qu'on a eues, que ce soit mécanique, en piste, sportive, avec tout ce qui s'est passé, j'avais pas du tout envie d'aller jouer le titre de vice-champion dans des bureaux, de retourner en direction de course. Sauf que évidemment, vu que le titre de vice-champion est en jeu, on va se battre pour ce titre. Suite aux réclamations, on est convoqué par la direction de course et là, c'est le début du spectacle. Je vous avais dit que la vidéo allait être longue, mais je vous avais dit également qu'il s'est passé beaucoup de choses et que ça allait être lunaire. Et vous avez vu que ça a été crescendo au fur et à mesure du week-end. Et puis là, on va atteindre vraiment le paroxysme de ce week-end des enfers. Donc 2 réclamations, 2 faits à juger. La première, la pénalité. La deuxième, le dépassement est illégitime ou non. Et visiblement, on est reçu par des gens qui n'ont pas du tout envie de nous voir. Quand on va en direction de course, habituellement, il y a toujours le concurrent, donc le pilote, avec un représentant de l'équipe qui est convoqué, qui sont là pour expliquer la situation et pour qu'on puisse juger les faits tous ensemble, pour qu'on puisse donner notre version et qu'on l'expose à la direction de course. Sauf que là, moi, j'ai le représentant de l'équipe qui est là, qui commence à expliquer les images, parce qu'évidemment, on vient avec la caméra embarquée, avec les images pour montrer ce qui s'est réellement passé de l'intérieur. Donc on arrive avec les images, c'est le représentant de l'équipe qui commence à expliquer ce qui s'est passé, à expliquer les images, ce qu'on voit. Et là, le directeur de course décide que en fait, c'est pas à lui de s'exprimer, donc c'est à moi de m'exprimer. C'est une première, parce que généralement en direction de course, ces 2 personnes peuvent avoir la parole. Si justement le représentant de l'équipe est à chaque fois convoqué, c'est pour parler justement. Donc voilà, déjà il met un premier stop en disant non, on veut entendre le concurrent, donc écoutez très bien. Donc moi j'explique ce qui s'est passé. Donc je prends le relais, je monte les images, je donne mon point de vue, je monte les images, j'explique ce qui s'est passé. Bref, là j'ai le sentiment de pas vraiment être entendu, que la personne n'a pas vraiment envie de m'entendre, de m'écouter non plus. Donc là dans ma tête je me dis bon, déjà il y a un biais, on part avec un biais qui est assez compliqué. Mais bref, on nous dit qu'on va être convoqué ultérieurement, qu'ils vont regarder les images des autres concurrents, ce qui est normal, et aussi les images des caméras du circuit pour avoir de différents angles pour juger. Parce qu'effectivement, nous finalement, nous on juge avec uniquement notre caméra embarquée de la voiture. Donc c'est bien d'avoir plein d'angles différents pour pouvoir juger les faits et on est complètement raccord là-dessus. Donc là se passe encore une fois, je sais pas, peut-être 30 minutes, 40 minutes, voilà, le week-end qui n'en finit pas, le temps de récolter toutes les images, etc. Et on est à nouveau convoqué en direction de course pour la suite. Là j'arrive dans le bureau, finalement c'est une deuxième personne qui me reçoit, il y a le directeur de course qui est là, mais c'est avec son assistant qu'on va traiter. Le directeur de course lui est occupé à faire autre chose, donc la personne qui nous a écouté à la base n'est pas la même personne qui nous écoute maintenant et qui nous juge finalement. Donc là je me retrouve avec un nouveau monsieur qui met le ton d'entrée quand on arrive. Donc à nouveau, je me présente avec le représentant de l'équipe, on ouvre la porte, donc je suis face à ce monsieur qui commence à nous parler, qui me pose la question « Vous êtes le pilote ?» « Oui. »« Vous êtes majeur ?» « Oui. »
Donc monsieur, vous n'avez rien à faire là. Donc en fait, moi, le représentant d'équipe est écarté, et il est mis à la porte et voilà. Donc lui, après, va attendre derrière, hein, évidemment, parce que c'est important aussi pour l'équipe pour savoir si le pilote va être vice-champion ou pas. Il y a quand même des enjeux, encore une fois. Ça pose les bases de ce qui nous attend finalement dans ce bureau. Et pour débuter, ce charmant monsieur revient sur le moment où j'ai coupé la piste et où j'ai gagné une position et que j'ai relaissé la position. Donc en fait, il me sort l'image de la caméra du circuit. Et on voit toutes les voitures qui arrivent dans le virage d'un œil extérieur. Donc moi, je ne peux pas vous montrer les images, hein, je n'y ai pas accès, donc je les ai vues parce qu'il nous a diffusées, mais je ne pouvais pas les récupérer. Donc là, on voit toutes les voitures qui arrivent, et c'est là, les gars, que ça devient lunaire, que ça devient un spectacle, que ça devient un show. J'ai jamais vu ça, encore une fois. En fait, c'est l'année des premières. Je suis confronté à beaucoup de choses en sport auto, mais là, à nouveau, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Donc on voit toutes les voitures arriver dans le virage, et là, il me dit, vous voyez bien, vous êtes derrière à l'entrée du virage. Mais je fais, monsieur, vous ne regardez pas la bonne voiture. Il était en train de me montrer la mauvaise voiture. Ce n'était pas ma voiture qui jugeait, c'est une autre voiture. Toute sa décision qu'il venait de prendre était basée sur la mauvaise voiture qu'il regardait à l'image. Je lui dis, je ne suis pas la voiture qui est derrière, je suis la voiture qui est à côté. Et à partir de ce moment-là, j'ai juste eu devant moi quelqu'un qui a fait preuve d'une mauvaise foi absolue. Jamais de la discussion, il a voulu reconnaître son erreur. Donc finalement, il m'a donné 1 milliard de raisons pour se donner raison, mais qui n'avaient aucun sens. Parce qu'effectivement, on voit bien que dans le virage, je suis devant la voiture qui est à côté de moi, la voiture qui m'avait poussé, la voiture avec qui j'avais eu un contact, la voiture qui m'a poussé dans la partie sale. Donc cette voiture-là, on voit bien que dans le virage, je suis devant. Et qu'en plus, étant à sa droite, en fait, pour le virage d'après, je suis bien positionné pour le droit qui arrive après. Donc si vous voulez, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, je ressors normalement à ma position qui est P4. Qui n'est pas P5. Et donc finalement, il commence à me dire que ce n'est pas le virage, mais que c'est l'enchaînement de virages qu'on juge. C'est la première fois de ma vie, et je pense même pas dans le règlement, qu'on m'explique que finalement, c'est un enchaînement de virages. C'est comme si vous voyez en F1, finalement, c'est pas le virage qui est jugé, c'est l'enchaînement de virages. C'est le virage 3, 4, 5. C'est pas uniquement le virage 4. Donc première raison qui m'est invoquée. Et puis la deuxième chose, c'est quand j'explique que très clairement, au virage, je suis devant et que directement après, dans la ligne droite, je laisse passer la voiture que j'avais doublée. Preuve de ma bonne foi et que j'ai agi directement avec le fair play de rigueur, le fair play qu'il fallait. Et là, il me dit, il faut encore prouver que vous avez laissé passer volontairement le concurrent et que ce n'est pas lui qui vous a dépassé. Il a accès à ma caméra embarquée. La caméra embarquée, je suis à 50% de pédale. Pour quelle raison, dans une ligne droite, j'accélérais à 50% si ce n'est pour laisser passer le concurrent que je venais de doubler en dehors des limites de piste? J'ai eu un festival de mauvaise foi. Bref, on arrive au second événement, l'événement où le pilote qui était derrière moi me double et on ne sait pas s'il est dans les limites de piste ou pas. Et là, très clairement, il me montre sa caméra embarquée, donc que je découvre parce qu'on n'a pas accès aux caméras embarquées des autres. Et sur sa caméra embarquée, on voit effectivement, il se jette dans le virage, donc moi je suis obligé de l'esquiver. C'est une chose, très bien, le dépassement est forcé, mais mettons, c'est legit, ok. Et après, sur la partie extérieure, de ma caméra, on croit deviner que très clairement qu'il est en dehors de la limite de piste. Et en fait, lui, de sa caméra embarquée, on voit qu'il est toujours dans la limite de piste parce qu'en fait, là, la limite de piste, c'était le vibreur et on voit qu'il est toujours en contact avec le vibreur. Donc là, force est de reconnaître, il n'y a aucun débat. Il est dans les limites de piste. Donc à ce moment-là, si vous voulez, à partir du moment où je sais que moi, je termine P5 sur la piste et que mon concurrent direct au championnat termine P2, je sais que quoi qu'il arrive, je termine P3 au championnat. Donc en fait, si vous voulez, que j'ai la pénalité ou pas qui me fait passer P7, c'est même plus un sujet pour moi. Moi, je reconnais que avec les images de mon concurrent qu'il est dans les limites de piste, donc c'est même plus un débat. Donc j'accepte d'être P5. Par contre, j'en profite pour dire à ce monsieur que maintenant qu'on est OK, qu'il n'y a plus d'enjeu au championnat, parce que quoi qu'il arrive, je termine P3 du championnat, qui reconnaissent au moins avoir fait preuve de mauvaise foi et qui reconnaissent être en tort, qui s'est juste trompé de voiture. Des erreurs, ça arrive. Donc jamais il a voulu se dédire et juste avant de partir, je lui dis de toute façon c'est plus un sujet pour moi, mais juste entre vous et moi, vous savez très bien que vous avez tort. Et là je vous promets, c'est lunaire, je vais essayer de vous le mimer en restant dans le cadre. On était assis à ce moment-là, j'ai un monsieur qui se met debout, qui bombe le torse et qui fait « j'ai 0% tort ». Et là je fais « mais dans quel spectacle je suis ? À quoi je suis en train d'assister ?» J'ai eu en face de moi quelqu'un d'une mauvaise foi absolue.
qui n'a aucune conscience des enjeux qu'il y a, des sacrifices qu'on fait pour être présent dans un championnat. Des mois et des mois de préparation, de recherche de partenaires, des enjeux sportifs, les risques qu'on prend sur la piste. Pour être à ces postes, il faut suivre une formation, mais il ne faut pas avoir de background, il ne faut pas avoir de passé en compétition. Donc moi, j'ai face à moi quelqu'un qui a sans doute jamais piloté. Dans certains championnats, comme en F1 par exemple, et dans d'autres championnats, pas forcément, même à moindre niveau par rapport au championnat d'Europe alpine, parfois il y a un consultant qui est un pilote, pour qu'au moins les décisions qui sont prises par la direction de course ou par le collège sportif soient corroborées avec l'avis d'un pilote. En direction de course, j'ai eu l'impression d'avoir devant moi des gens qui s'en fichaient de ma version, qui ne voulaient pas m'écouter alors que c'est leur rôle. J'ai eu l'impression d'être dans mon bon droit et qu'il n'y avait personne pour m'écouter en face. À l'inverse, quand toi tu fais une erreur, quand tu fais une bêtise sur la piste, on n'hésite pas à te convoquer, à te passer un savon, tu dois écouter, tu dois être bien gentil. À l'inverse, quand il y a des erreurs qui peuvent être commises de leur part, en fait, là, pas d'excuses, pas de bonne foi malheureusement, c'est l'impression que finalement c'est unilatéral. Évidemment que je ne mets pas toutes les directions de course dans le même sac. Ça tient à des personnes, c'est juste des personnes qui ont l'autorité, qui sont en face de toi. Après, tu as des recours qui sont possibles, mais finalement, ton recours, tu vas faire une réclamation auprès d'FSA, ça va être long, il faut un avocat, il faut déposer une somme d'argent, il faut déposer 1 500 €. Et c'est très très rare qu'en fait, entre eux, ils se dédisent. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, même si j'allais plus loin sur cette question de pénalité au moment de couper la piste, le concurrent qui m'a doublé, lui, était bien sur la piste. Donc quoi qu'il arrive, à la régulière, je terminais P5. Donc c'est malheureux de terminer ce week-end de cette façon-là, et surtout de terminer cette année comme ça, parce que juste ça a été géré de manière complètement lunaire. Lunaire, c'est vraiment le mot de cette vidéo. Si vous avez suivi la vidéo de Spa, on est dans bis repetita. Voilà, ce qu'on a connu à Spa, on l'a connu à nouveau. Et j'ai juste l'impression, finalement, pendant tout ce week-end, d'avoir vu ma position championnat être volée petit à petit, qu'on me la retirait. Alors pour plein de raisons. Hein. Déjà pour les aléas mécaniques, c'est du sport mécanique, donc on ne maîtrise pas, mais pour les aléas mécaniques. La bataille après en qualification avec mon coéquipier. Et après édition sportive. Voilà, donc. J'ai juste l'impression d'avoir fait le job, je savais ce que je faisais au volant, je me battais, j'ai tout mis dans la bataille et j'ai juste vu en fait tout, voilà, je ne pouvais plus contrôler les choses. Voilà. Mais maintenant avec le recul, encore une fois, je connais très bien le sport auto, ça fait longtemps que j'évolue dans ce milieu-là. Il y a des aspects très positifs et des aspects négatifs. Cette année, j'ai connu de très bons moments, pole position, victoire à Zandvoort, on a connu des meilleurs tours en course, donc des moments très hauts et puis des fois ça se passe mal, comme à Spa où tu as des décisions qui sont injustes. À nouveau ici au Castellet, malheureusement les enjeux étaient les plus élevés ici au Castellet, mais finalement voilà, c'est une suite de décisions, de faits de course, etc. toute l'année qui arrivent à ce résultat finalement. Mine de rien, le bilan de la saison, on peut dire que pour une première année, il est quand même très bon. On a fait une super première année dans la discipline. Je pense qu'à la régulière, on pouvait terminer vice-champion, on devait terminer vice-champion, on ne réécrira pas l'histoire. On ajoute un nouveau podium, donc on termine avec 8 podiums en 12 courses. Et les courses, on n'a pas fini sur le podium, vous savez ce qui s'est passé. Moi, je sais ce que j'ai fait au volant, j'ai aucun regret. J'ai donné le maximum avec les armes que j'avais en main toute cette année. Fernanda a beaucoup plu. Il y a même une Fernanda de route maintenant, ce qui est exceptionnel. Les partenaires se sont régalés. J'ai même une montre à mon nom, une montre édition Robin Montis, qui est assez exceptionnelle. D'ailleurs, c'est fou parce que les 20 modèles en édition limitée se sont écoulés en 10 jours seulement. Bref, les partenaires sont ravis. On a passé de bons moments avec eux sur les pistes. J'ai passé de bons moments avec vous sur les pistes. Bon, alors l'année prochaine, comme d'habitude, vous savez, en sport auto, il n'y a rien qui est écrit à l'avance. L'année prochaine, le championnat change. C'est-à-dire que c'était la dernière année de l'existence du championnat d'Europe Alpine Cup dans ce format-là. L'année prochaine, ce sera plus un format sprint où tu es seul au volant. La catégorie va intégrer le championnat de France GT4. Donc si vous voulez, sur les mêmes courses, il y aura la catégorie GT4 et la catégorie Alpine Cup avec des classements séparés. Ce sera plus des courses de 30 minutes mais des courses d'1 heure et on sera plus seul au volant mais on sera deux à se partager le volant. Pour vous dire honnêtement, moi le format me plaît moins, j'adorais le format sprint, pour moi c'est ça la vraie compétition, la compétition la plus pure. Tu es seul au volant, tu as les feux qui passent au vert, là c'est 30 minutes de sprint, tu roules le plus vite possible, tu donnes tout ce que tu as jusqu'au damier. L'année prochaine ça va être complètement différent et pour autant c'est un championnat que je considère parce que déjà la direction de course va changer. Vu que la catégorie va intégrer le GT4 France, ça va être la direction de course du GT4 France et deuxièmement parce que ce serait dommage d'avoir capitalisé sur tout ce qu'on a fait cette année en termes de résultats, de communication et de ne pas renchaîner sur une deuxième année avec l'Alpine. Donc pourquoi pas refaire l'Alpine Cup et après j'ai d'autres ambitions aussi. Le côté monomarque ça me plaît énormément. Je regarde pour faire le Lamborghini Super Trofeo. Je regarde pour faire pourquoi pas de la Porsche Cup. Dans quel championnat je ne sais pas encore. Mon rêve numéro 1 serait quand même un retour en GT3.
parce que là, même si les voitures sont différentes, tu as une balance de performance qui est quand même très bien gérée en JT3, qui est beaucoup mieux gérée en JT3 qu'en JT4. Donc voilà, le JT3, c'est la catégorie qui nous fait tous rêver, mais on sait très bien que c'est des budgets qui sont énormes et que les coûts, que ce soit pour rouler ou en 4x ou pour s'entraîner, c'est des coûts qui sont juste énormes. Donc ça, il faut vraiment que les partenaires suivent pour pouvoir aller dans ces championnats-là. Est-ce que ce sera une catégorie? Est-ce que ce sera plusieurs catégories? Ça dépendra du budget. Donc j'en profite pour faire un appel aux partenaires. Si vous voulez me suivre la saison prochaine, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche maintenant. On peut faire plein de choses, vous savez, ça peut être la communication sur la voiture, mais aussi en dehors de la voiture, c'est-à-dire bénéficier de ma communication sur les réseaux sociaux, vivre les week-ends de course de l'intérieur, comme j'ai plein de partenaires qui l'ont vécu ce week-end. Et évidemment, c'est m'accompagner dans cette aventure. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu vous partager toutes mes expériences en sport auto cette saison, toutes les coulisses de ce championnat, tout ce qu'on ne vous montre pas ailleurs. Voilà, vous avez vu, il y a beaucoup de choses à raconter quand on raconte le sport de l'intérieur. Un énorme merci à tous mes partenaires qui m'ont permis d'être là cette saison. Un grand merci au team Chazet Technologies que je découvrais cette année, c'est la première fois qu'on roule ensemble. J'ai découvert une super équipe très professionnelle. Merci à vous pour votre soutien, que ce soit à travers l'écran, donc dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, mais également en réel quand vous vous déplacez sur circuit. J'ai toujours plaisir à vous voir. Et également merci à tous ceux qui ont pris leur nom, qui ont eu leur nom cette année sur Fernanda, qui ont participé à cette aventure, qui ont soutenu financièrement et qui ont eu la chance d'avoir leur nom sur une vraie voiture de course tout au long de l'année, tout en pouvant gagner des lots qui sont vraiment très sympas. Vu que ça a bien marché, je pense qu'on va reconduire ça l'année prochaine. Dites-moi en commentaire si ça vous chauffe. Merci à HD Media qui m'a fourni de belles images pour ce week-end de course. N'oublie pas de mettre un commentaire si tu veux gagner cette casquette dédicacée. Merci encore à Ovoko d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code RomainMonti, vous avez 15% de réduction sur vos frais de livraison. Donc si vous avez besoin de pièces détachées pour votre voiture, rendez-vous en commentaire épinglé et en description. Merci à vous les gars.